Jim, il est contaminé! Avant 28 jours plus tard, le film de zombies, c'était souvent un truc un peu figé. Des morts vivants lents, mal animés, et souvent issus des classiques de George Romero, comme La Nuit des morts vivants, sorti en 1968, ou Zombie 10 ans plus tard, en 1978. Des films cultes qui ont posé les bases du genre. Mais ces zombies restaient assez stéréotypés, quasi des métaphores sur la société de l'époque et sur la consommation de masse. Dans les années 80, on a vu quelques évolutions, avec le retour des morts vivants. Mais le genre peinait encore à se renouveler. Hello! Hello! Puis en 2002, Danny Boyle débarque avec 28 jours plus tard, et tout change. Ce film redéfinit totalement le zombie, en le rendant rapide, terrifiant, mais surtout hyper réaliste. Un vrai cauchemar contemporain qui capte la peur d'une épidémie, d'un virus incontrôlable, avec une imagerie crue et immersive jamais vue auparavant. Avant que l'épidémie ne reprenne au cinéma, c'est le moment parfait pour se replonger dans le diptyque 28 jours et 28 semaines plus tard, deux films qui ont révolutionné le genre zombie, deux bombes post-apocalyptiques. Alors j'espère que vous n'avez pas peur à la vue du sang, parce que ça va saigner cette semaine. Non, attends. À Londres, un homme ouvre les yeux dans un hôpital déserté. Il s'appelle Jim, il ne sait pas encore que le monde s'est effondré. En sortant, il découvre une capitale fantôme, plus un seul passant, des voitures abandonnées et des affiches d'urgence collées partout. 28 jours plus tôt, un groupe d'activistes a libéré un chimpanzé infecté par un virus expérimental, virus baptisé Rage. Contagieux en seulement quelques secondes, mortel pour l'esprit, il ne tue pas, il transforme. Les contaminés deviennent des bêtes enragées, poussées par la violence pure. Jim rencontre Selena, survivante implacable, et Frank, un père optimiste qui veille sur sa fille Anna. Ensemble, ils cherchent un refuge. Mais dans ce monde ravagé, il ne suffit pas de fuir les infectés. Il faut aussi se méfier des survivants. Ce que Jim va découvrir, c'est que parfois, ce ne sont pas les virus les plus dangereux, c'est ce qu'ils réveillent chez les hommes. 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle, est bien plus qu'un simple film de zombies. C'est un thriller post-apocalyptique qui a redéfini le genre en y injectant une intensité brute réaliste presque documentaire. Dès l'ouverture, la célèbre scène du Londres désert, vide, figé, silencieux, provoque un vertige instantané, comme si le monde avait cessé de respirer. À sa sortie en 2002, le film captait déjà les angoisses d'un monde post-11 septembre, hanté par l'idée d'un effondrement soudain. Mais aujourd'hui, ce qui nous frappe encore plus, c'est à quel point ces images résonnent avec notre propre réalité post-Covid. L'épidémie, le confinement, la désolation urbaine, tout semble étrangement prémonitoire. Ce n'est plus seulement de la fiction, c'est une expérience qu'on a tous traversée. Bon ok, les gens ne couraient pas après pour nous bouffer, mais ils couraient quand même après du PQ, des pâtes et de l'essence. Donc niveau panique collective, on n'était pas si loin. Hein. Avec ces infectés qui courent plus vite que la mort, 28 jours plus tard ne parle pas juste de zombies. Il parle de peur collective, de solitude extrême, de la brutalité d'un monde où fuir est la seule issue. Un film qui, plus de 20 ans après, n'a rien perdu de sa force ni de sa pertinence. Quand Alex Garland écrit le scénario de 28 jours plus tard, il ne se doute pas un seul instant qu'il est en train de relancer tout un genre. En fait, il est surtout influencé par les films de George Romero, comme La Nuit des morts vivants, qu'il adorait quand il était enfant. Mais c'est aussi le jeu Resident Evil, sorti en 1996, qui ravive sa fascination pour les zombies.
Et puis avec Danny Boyle à la réalisation, qui venait justement d'adapter La Plage, roman d'Alex Garland, l'idée commence à vraiment prendre forme. Le film est pensé comme un post-apocalyptique nerveux, brutal, mais ancré dans le réel. Danny Boyle cite souvent Le Jour des Trifides, un roman britannique des années 50, comme influence majeure. Et puis, il y a les visages du film. Cillian Murphy, encore quasi inconnu à l'époque, est choisi pour incarner Jim. Danny Boyle voulait un acteur qui n'évoque ni Star System, ni super-héros. Un visage neutre, presque vulnérable, qui pourrait devenir notre guide dans ce monde dévasté. C'est moins long que ça, Illico Presto. Ce rôle lancera d'ailleurs sa carrière internationale, et plusieurs années plus tard, ébloui par son rôle dans 28 jours plus tard, Christopher Nolan le choisira pour le rôle de l'épouvantail dans son film Batman Begins. Naomi Harris, qui joue Selena, impose tout de suite une présence forte, déterminée, impitoyable si nécessaire. Elle casse le cliché de la femme survivante en proposant une vraie dureté. Il faut partir tout de suite. D'autres contaminés vont venir. Il y en a toujours d'autres. Enfin, Brendan Gleeson, qui incarne Frank, le père de famille protecteur, apporte une chaleur et une humanité essentielles. Boyle le voulait pour son côté profondément humain, un acteur capable de rassurer juste avant que tout parte en vrille. On dirait une famille. Tu crois qu'ils sont contaminés? Non, ça va pour eux. Côté finance, ça a été très compliqué. Universal refuse tout d'abord de soutenir le projet. Andrew McDonald, le producteur, doit donc se débrouiller avec les fonds de la loterie nationale britannique. L'un des acteurs principaux, Christopher Eccleston, accepte même une réduction de son salaire en urgence. Et pendant le tournage, une mauvaise nouvelle tombe. Le budget est presque épuisé. Un des producteurs annonce alors que le film pourrait être abandonné sans même tourner la fin. L'histoire du film commence lorsque des militants libèrent des chimpanzés infectés par un virus ultra-violent, le virus Rage. 28 jours plus tard, un coursier à vélo interprété par Cillian Murphy se réveille du coma dans un hôpital londonien désert et découvre un monde ravagé où les humains ont cédé la place aux infectés. L'ouverture du film, c'est déjà un vrai exploit logistique. Imaginez Londres complètement déserte, avec ses grandes avenues vides, Trafalgar Square sans âme qui vive, tout ça filmé en conditions réelles, à l'aube, entre 4h et 6h du matin. Les assistantes de production fermaient les rues juste quelques minutes, le temps de capturer cette ambiance de fin du monde. Danny Boyle disait même que Londres semblait contaminée par l'absence. Et puis ce qui choque bien sûr au premier abord en découvrant le film, c'est ce rendu un peu flou, granuleux, presque documentaire, voulu par le réalisateur Danny Boyle et son équipe. Le film a été tourné principalement avec des caméras DV numérique grand public, un choix plutôt atypique pour un long métrage à l'époque. La principale caméra utilisée est la Canon XL1, utilisée pour la majorité du film, y compris les fameuses scènes de Londres désertées. C'était une caméra accessible, semi-professionnelle, souvent utilisée à l'époque pour des tournages indépendants ou des documentaires. Son avantage principal, sa légèreté et surtout sa discrétion, ce qui a permis de filmer dans des lieux publics très fréquentés comme Westminster ou Piccadilly Circus en quelques minutes seulement, au lever du jour, sans longues autorisations ni blocage de la circulation. L'autre caméra moins utilisée fut la Canon XM1, aussi appelée GL1 aux États-Unis, présente sur certaines séquences du film. C'est une version plus compacte et plus grand public que la XL1, avec une qualité légèrement inférieure. Résultat, l'image est moins nette que les films classiques tournés en pellicule 35 mm. Ce choix a été fait pour rendre l'ambiance plus réaliste, brutale et immersive. Ça donne cette impression qu'on regarde des images filmées sur le vif, comme si on était un témoin direct de l'épidémie qui ravage l'Angleterre. Et ça renforce la tension et l'angoisse du film. Et en plus de ça, tourner en numérique a bien sûr permis à l'équipe de filmer plus rapidement, avec plus de mobilité et dans des conditions parfois difficiles, sans le coût énorme de la pellicule. C'est donc un vrai choix esthétique, mais également très pratique. Ce flou un peu granuleux est d'ailleurs devenu la signature visuelle du film, qui participe à son atmosphère unique, entre horreur réaliste et survie désespérée. La scène où Jim passe devant un bus à Impérial renversé a été tournée en 20 minutes chrono. Le bus a été mis sur le flanc, filmé, puis enlevé avant que la ville ne se réveille. Petite anecdote, pour tourner cette séquence près de Downing Street, l'équipe n'avait aucune autorisation, mais l'a fait quand même à 4h du mat en mode guérilla urbaine. Le tournage fut aussi marqué par l'actualité. Les attentats du 11 septembre ont lieu pendant les prises de vue. Boyle, frappé par les affiches de personnes disparues à New York, les intégrera d'ailleurs dans une séquence poignante pour traduire une solitude urbaine intense. À mi-parcours, le film change d'ambiance. L'horreur ne vient plus des infectés, mais des survivants. Dans le manoir militaire, l'atmosphère devient lourde, presque insupportable. On quitte donc l'apocalypse biologique pour plonger dans une horreur sociale
très britannique, un virage vers l'horreur humaine. C'est l'un des moments les plus puissants et controversés du film. Ces scènes sont tournées à Trafalgar Park, un vrai manoir situé près de Salisbury. Mais comme les propriétaires habitent à l'étage, toutes les scènes se passent donc au rez-de-chaussée. La scène du supermarché où les survivants prennent tout ce qu'ils veulent a été tournée dans un vrai magasin avec de vrais employés très tôt le matin. Ce mélange de brutalité et de scènes du quotidien donne au film son côté unique. Et pour imaginer le virus rage, Boyle s'est inspiré de maladies réelles comme la vache folle ou Ebola. Un virus qui évolue rapidement, qui est très agressif et presque crédible. La version sortie en salle se termine sur une note d'espoir ambiguë. Jim, gravement blessé, retrouve une forme d'humanité et l'avenir semble possible. Mais il existe plusieurs fins alternatives. Dans l'une, Jim meurt de ses blessures. Dans une autre, on le voit recevoir une transfusion pour sauver un ami. Et dans une version radicale qui n'a pas été tournée, tout part d'une hallucination de Jim encore dans le coma. Après des tests publics mitigés, le studio accepte finalement de financer une nouvelle fin, plus lumineuse. Pour filmer le passage d'un avion, l'équipe choisit un vrai jet, bien moins cher qu'un plan en CGI. La musique du film, signée John Murphy, donne évidemment une vraie profondeur à l'ambiance. Avec des guitares électriques planantes, une tension atmosphérique, le morceau In the House, in the Heartbeat est bien sûr devenu culte, au point d'être repris dans Kick-Ass quelques années plus tard. Sorti le 1er novembre 2002, 28 jours plus tard a été un véritable carton surprise, récoltant plus de 84,6 millions de dollars de recettes pour un budget modeste de 8 millions. Salué pour la mise en scène nerveuse de Boyle, l'interprétation intense des acteurs, l'atmosphère oppressante, la bande-son immersive et bien sûr le scénario d'Alex Garland. Mais le succès va bien plus loin. 28 jours plus tard a capté une peur très contemporaine, celle d'une contamination invisible, d'un effondrement social brutal, avec cette anxiété post-11 septembre très présente. Cette résonance sociétale combinée à la réinvention du zombie en créature rapide, féroce et imprévisible a offert au public une horreur plus viscérale et plus immédiate. Le décor unique d'un Londres déserté, filmé en numérique pour une esthétique réaliste et brutale, renforce encore cette immersion et cette tension. Cette alchimie a non seulement relancé le genre zombie au cinéma, mais elle a aussi profondément influencé la pop culture, avec des films comme Dawn of the Dead en 2004 et World War Z, des séries d'horreur majeures comme The Walking Dead, et même des jeux vidéo à l'image de The Last of Us, devenus depuis une série, qui reprennent cette idée d'un monde post-apocalyptique où la menace est à la fois humaine et infectieuse. 28 jours plus tard est devenu un classique incontournable, un modèle qui a redéfini ce que peut être un film d'horreur contemporain. Le film a bien sûr ses moments de poésie, c'est cette opposition entre ces moments d'une beauté très très rare dans un film de ce genre et les moments gore, effrayants, les moments de pure scène d'horreur. Et rien de mieux justement pour illustrer cette opposition que ce tableau qui semble totalement irréel de ce champ de fleurs, une sorte de peinture qu'on peut apercevoir sur le bord de la route. J'ai toujours été choqué par ce plan parce qu'on a l'impression qu'il a rien à faire là. C'est ça aussi Danny Boyle, il aime bien nous mettre des plans un petit peu what the fuck dans ses films. Celui-là en fait partie. Au milieu de toute cette horreur, il y a bien sûr cette belle rencontre entre les personnages principaux qui font un bout de chemin ensemble dans cette sorte de road movie à travers l'Angleterre, avec des très belles séquences, des moments en opposition avec l'horreur de ce qui se passe à l'extérieur avec tous ces infectés et cette épidémie. Je pense notamment à la scène du supermarché qui fait franchement plaisir, c'est un petit moment de bonheur comme ça. Et puis évidemment l'une des séquences les plus connues, c'est lorsque Frank s'arrête pour observer la beauté de la nature représentée par ce troupeau de chevaux pour qui la vie ne s'est pas arrêtée et pour eux ça n'a rien changé finalement, qu'il y ait une épidémie ou pas. Ils sont pas plus malheureux, bien au contraire. En revanche, je trouve que le film a quand même pas mal vieilli, hein. Il a pris un petit coup de vieux. La faute évidemment à ce parti pris de réalisateur qui effectivement à l'époque, c'est vrai que ça permet de donner une certaine âme au film. C'est sûr que des films comme ça, on n'en reverra plus jamais. Tournés de manière totalement artisanale, donc ça a une image un petit peu troublante au début, franchement, faut s'y faire. Quand on revoit ce film 25 ans plus tard, forcément sur nos télés 4K, grand écran, ça fait un peu mal aux yeux, hein, ce flou, je vous le cache pas. La partie du film qui me gêne le plus, c'est la dernière partie avec les militaires, où je trouve que vraiment tout ça n'a aucun sens. Des militaires qui ont survécu pendant un mois justement, reclus dans leur château, qui tombent sur des femmes et on a l'impression que ça leur fait complètement péter un câble. Ça va, vous avez tenu un mois sans femme, vous n'avez pas non plus pété un câble comme ça. Mais on comprend que c'est fait pour justement que le personnage de Jim avance et devienne un véritable guerrier, puisque à la fin, voilà, ça devient totalement un survivant prêt à tout pour survivre justement et pour sauver aussi.
ceux qu'il aime. C'est ça qui est plutôt hyper intéressant, c'est l'évolution du personnage de Jim finalement, et c'est grâce aux militaires qu'il est ce qu'il est à la fin du film. T'as trouvé quelque chose, Jim? Non, tirons-nous d'ici. Il est entré! On a perdu le contrôle. 6 mois après l'épidémie, l'armée américaine déclare que le virus rage est enfin éradiqué. Londres, en ruine, commence donc à renaître. Une zone sécurisée est mise en place, les premiers civils sont autorisés à revenir. Parmi eux, Don, un père de famille, retrouve ses enfants Andy et Tammy. Il tente de reconstruire, de faire comme si tout pouvait redevenir normal. Mais une erreur humaine, une faille microscopique, suffit à rallumer l'incendie, car c'est la mère porteuse saine du virus qui est au cœur de cette faille. La contamination explose de nouveau, l'armée perd le contrôle et l'opération humanitaire vire au cauchemar. On suit cette famille prise au piège, poursuivie dans une ville livrée à nouveau à la panique. Face à eux, des infectés plus rapides que jamais et des soldats prêts à tout pour contenir la menace. Cette fois, il n'y a plus de sanctuaire, seulement la fuite et la peur que tout recommence, encore pire qu'avant. Après le succès international retentissant de 28 jours plus tard en 2002, ses créateurs Danny Boyle, Andrew McDonald et Alex Garland ont rapidement envisagé une suite pour explorer les conséquences de cette première épidémie. Andrew McDonald résumait bien l'idée, nous avons été très surpris par le succès phénoménal du premier film, surtout aux États-Unis, on a vu là une vraie opportunité de revenir vers ce public fidèle. En mars 2005, Danny Boyle annonça qu'il ne sera pas à la réalisation, retenu par son travail sur le film Sunshine, sorti en 2007, mais qu'il resterait tout de même producteur exécutif. L'histoire devait se concentrer sur la reconstruction après la catastrophe et la guerre menée par l'armée américaine contre le virus. Pour donner un nouvel angle plus spectaculaire, Boyle engagea lui-même le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo, qui revenait au cinéma après 5 ans d'absence. Intacto, qui était son premier film, raconte l'histoire d'un monde secret où certaines personnes semblent posséder une chance surnaturelle. Dans cet univers parallèle, la chance est perçue comme un don rare que certains utilisent dans des jeux de hasard clandestins, parfois mortels. Le film suit un survivant d'un crash aérien recruté pour participer à ces épreuves extrêmes, dans une enquête mêlant suspense, fantastique et réflexion sur le destin. Un thriller à mi-chemin entre Fight Club et The Game de David Fincher. Ce film, salué pour sa mise en scène tendue et son concept audacieux, a attiré l'attention de Danny Boyle. Fresnadillo et son équipe retravaillèrent pendant presque 1 an un scénario initial de Rowan Joffé, jugé trop faible, mais conservant la force du récit familial, tentant de reconstruire un monde ravagé. Alex Garland intervint bien sûr aussi pour affiner certains aspects du script. Le budget grimpa autour de 15 millions de dollars, permettant des effets spéciaux plus ambitieux et une esthétique plus travaillée. Le casting du film fut entièrement renouvelé puisque Cillian Murphy, Megan Burns et Naomi Harris, figures emblématiques du premier volet, étaient engagés sur d'autres projets. Pour cette suite, le choix s'oriente donc vers un nouveau groupe d'acteurs, plus international et aussi un peu plus âgé, incarnant cette fois une cellule familiale fracturée. On y retrouve Robert Carlyle dans le rôle d'un père rongé par la culpabilité, Rose Byrne en médecin de l'armée, Catherine McCormack en mère de famille, Harold Perrineau en pilote d'hélicoptère et 2 enfants incarnés par Macintosh Muggleton et Imogen Poots. Le casting s'étoffe aussi avec Jeremy Renner, encore peu connu à l'époque, et Idris Elba dans un rôle de commandant militaire. Le film a misé sur une approche physique très poussée pour les scènes d'infectés. Tous les figurants jouant les contaminés ont été sélectionnés pour leur aptitude corporelle, beaucoup venant de la danse, du cirque, du mime ou de la gymnastique. Ce qui permet d'obtenir des mouvements non réalistes mais profondément dérangeants, presque chorégraphiés, qui évoquent davantage une sorte de transe plutôt qu'une simple rage. Cette gestuelle est devenue d'ailleurs une vraie signature de la saga. Le tournage principal débute le 1er septembre 2006, principalement à Londres, dans le quartier de Canary Wharf, sur l'île aux chiens. Ce décor moderne, froid et presque clinique sert de zone verte protégée par les forces de l'OTAN dans le récit. D'autres séquences sont tournées au Pays de Galles, notamment dans le Millennium Stadium de Cardiff, utilisé comme doublure du stade de Wembley, à l'époque en rénovation. Et si la réalisation est officiellement confiée à Juan Carlos Fresnadillo, Danny Boyle reste très impliqué dans le projet. Il endosse le rôle de producteur exécutif, mais surtout, il repasse derrière la caméra pour filmer la séquence d'ouverture du film, sans doute la plus marquante. Cette scène tendue, brutale, viscérale, montre la fuite désespérée d'un groupe de survivants dans une maison barricadée à la campagne.
Boyle y retrouve ses réflexes de mise en scène, caméra à l'épaule, plan rapide, lumière naturelle et une tension qui s'accélère rapidement. Robert Carlyle, seul rescapé de cette scène, donne une performance impressionnante de panique, de lâcheté mais aussi de survie. Le montage et la musique, toujours signés John Murphy, transforment cette introduction en cauchemar éveillé. C'est une ouverture choc qui donne immédiatement le ton, ici, personne n'est à l'abri. Ce moment marque aussi le passage symbolique de témoin entre Boyle et Fresnadillo, tout en assurant une continuité stylistique forte avec 28 jours plus tard. Un choix stratégique qui assoit d'emblée la crédibilité de cette suite. 28 semaines plus tard, sorti le 11 mai 2007 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Distribué par la 20th Century Fox, le film rapporta plus de 65 millions de dollars dans le monde et reçut globalement des critiques très positives, avec une moyenne de 78 sur 100 sur Metacritic. Si certains déplorèrent un manque d'humanisme comparé au premier film, la plupart saluèrent tout de même son atmosphère intense et sa réalisation percutante. View London le qualifia de thriller palpitant, bourré d'action et superbement réalisé. A.O. Scott du New York Times le décrivit comme brutal, terrifiant et intelligent, tant dans ses idées que dans sa technique. Enfin, Derek Haley de Variety salua une véritable aventure de zombies qui dépasse les attentes du genre. Une attention toute particulière a été portée aux costumes. Il devait rappeler en un seul regard que les infectés étaient autrefois des gens comme vous et moi. La chef costumière Jen Petrie a expliqué que leur vie s'était figée brutalement en plein milieu de leurs activités quotidiennes. Certains portent encore leur uniforme de travail, d'autres leurs vêtements de tous les jours, et c'est ça qui les rend aussi troublants. On devine immédiatement ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, juste avant que le virus ne les frappe. Hormis le faux sang et les traces de vomissures, rien n'a changé, ils sont restés figés dans le moment de leur bascule. Et c'est là que le film frappe très fort, il ne montre pas des monstres, mais des souvenirs d'humanité. Jeremy Renner faillit être grièvement blessé lors de la scène où il sauve des enfants dans le tunnel, renforçant la tension sur le plateau. Le réalisateur Fresnadillo s'inspira du drame de l'ouragan Katrina pour dépeindre une gestion de crise froide et déshumanisée. Le 13 avril 2007, 28 jours avant la sortie au Royaume-Uni, un énorme panneau d'avertissement biologique fut projeté sur les falaises blanches de Douvres, signalant la contamination, un coup de com' franchement marquant et vraiment réussi. Le changement de réalisateur marqua un tournant dans l'esthétique du film. Fresnadillo imposa une mise en scène plus nette, orchestrée avec de larges plans aériens et des séquences massives, abandonnant le grain vidéo brut voulu par Danny Boyle. L'angoisse est toujours là, mais le film explore davantage la violence exacerbée et la dimension politique, avec un Londres post-épidémie sous contrôle militaire américain. La reconstruction sous occupation fait bien sûr écho aux réalités post-11 septembre et post-Covid, avec la surveillance accrue, les quarantaines strictes, les bavures policières, mais aussi les ordres contradictoires. 28 semaines plus tard, interroge la frontière tenue entre sécurité et oppression. Le virus devient une puissante métaphore du contrôle social, de la peur et de la fragilité des institutions. Don, interprété par Robert Carlyle, incarne un père brisé, symbole d'égoïsme et de culpabilité dont la lâcheté morale est tentée par les remords. Tammy et Andy, les enfants porteurs d'une immunité plutôt ambiguë, représentent un espoir fragile d'un avenir tout de même possible. Enfin, Doyle, interprété par Jeremy Renner, que je trouve excellent dans ce film, en soldat lucide et humain, désobéit à des ordres inhumains et meurt en héros sacrificiel dans une scène vraiment marquante qui reste ancrée dans ma mémoire. D'ailleurs, dans les autres scènes qui m'ont marqué, l'évasion du début, totalement immédiate et très intense, filmée caméra à l'épaule par Danny Boyle, plonge le spectateur dans une panique presque palpable. La contamination de Don est une scène d'horreur bien sûr viscérale, intime, où il tue sa femme après un baiser prolongé. Même si on peut se demander pourquoi la chambre n'a tout simplement pas été condamnée pour éviter des intrusions comme celle de Don. Et enfin, le bombardement de Londres qui offre une vision apocalyptique d'un échec militaire, symbole fort de désolation et de chaos total. 28 semaines plus tard, c'est une suite bien sûr plus hollywoodienne mais aussi
plus spectaculaire, où violence et paranoïa sociale s'entremêlent à une critique politique acerbe. Si le film est moins intime que le premier, il gagne tout de même en tension dramatique et en portée symbolique, révélant un monde où la reconstruction après la crise rime aussi avec trahison, militarisation et fragilité. Le film a des séquences d'action pour moi qui fonctionnent bien plus aujourd'hui par rapport au premier volet, même si l'histoire a des petits soucis clairement, mais en tout cas le film est d'une efficacité redoutable. Le casting encore une fois est impeccable. Robert Carlyle est très bon en père de famille, honteux, voilà, complètement lâche. Je trouve cet acteur incroyable dans toute cette première partie du film avant qu'il devienne zombie. Après il est très bon en zombie, mais clairement pour moi là où il est le meilleur c'est quand il est le père de famille au tout début. Des scènes vraiment très marquantes, évidemment la scène d'ouverture avec Don poursuivi par ses infectés. Je pense que c'est peut-être l'une des images les plus connues de la saga, avec l'image de Jim qui erre au milieu de Londres, dévasté au tout début de 28 jours plus tard. Voir aussi comment les militaires se sont organisés pour reprendre le contrôle de la ville. Tout ça c'est hyper intéressant, et là où ça se gâte un petit peu pour moi, c'est sur le manque de contrôle. Justement parce qu'ils ont une personne infectée qui pourrait permettre d'élaborer un vaccin, et Don il s'empare de cartes d'accès et ça lui permet d'accéder tout simplement à sa femme sans surveillance. Il n'y a pas de militaire pour garder la porte de sa chambre. Enfin, tout ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. Et puis aussi la vitesse où le virus se propage une fois que Don justement a été contaminé, je trouve que ça va un petit peu vite. Après c'est le but de ces films, on sait que la contamination elle se fait en 10 secondes, donc ça peut aller très vite, et on voit que la situation devient rapidement incontrôlable, et on se rend compte que les militaires pensaient avoir le contrôle, mais au final ils ne l'ont jamais eu. Le film est bien sûr bien plus gore que le premier, je pense à cette séquence de boucherie avec les poils de l'hélicoptère. Voilà, moi j'adore ces films parce que franchement c'est des séquences, voilà, c'est jouissif. On va aussi au cinéma pour voir ce genre de scène, et pour le coup la caméra est bien nerveuse, la mise en scène aussi est très efficace. Franchement aujourd'hui c'est un film qui pour moi même a mieux vieilli. Visuellement il n'y a rien à dire, 28 semaines plus tard se regarde beaucoup mieux aujourd'hui que 28 jours plus tard, même si voilà il y a des facilités de scénario. Ça reste quand même visuellement une vraie claque. Le sacrifice de Doyle évidemment pour sauver les enfants, ça reste touchant. De toute façon c'est le véritable héros du film. Plusieurs années avant Avengers c'était déjà un héros. Donc des séquences d'action pour moi qui sont bien plus réussies et abouties que dans le premier film. En même temps il y a un peu plus de budget, mais dans l'ensemble je préfère l'histoire racontée dans le premier, dans 28 jours plus tard, et notamment le personnage de Jim et son évolution dans le premier film. Après plus de 20 ans d'attente, la saga revient enfin, avec 28 ans plus tard. Un projet ambitieux qui marque le grand retour du trio magique, Danny Boyle à la réalisation, Alex Garland au scénario et Cillian Murphy en producteur exécutif, les mêmes qui ont redéfini le genre en 2002 avec 28 jours plus tard. L'idée d'un troisième film, qu'on appelait d'ailleurs d'abord 28 mois plus tard, dès 2007, a mis du temps à voir le jour à cause de problèmes de droit et de développement. Mais aujourd'hui, c'est désormais officiel. Ce nouveau volet lance une trilogie entière avec un budget de 75 millions de dollars par film. Clairement, on passe à la vitesse supérieure, avec un projet plus ambitieux et plus ancré dans notre époque. La production a démarré en mai 2024 dans le nord de l'Angleterre, avec un vrai retour aux racines. Danny Boyle retrouve son chef opérateur historique, Anthony Dodmantel. Alex Garland est à l'écriture de tous les scénarios. Et Cillian Murphy, même s'il ne sera pas présent dans le film, supervise le tout en tant que producteur exécutif. Le casting de ce film envoie franchement du très lourd, avec un possible retour de Jim, le personnage de Cillian Murphy dans le deuxième film de la trilogie. Ça a été confirmé récemment par Danny Boyle en interview. L'attente est monstre et les chiffres sont totalement dingues. La preuve avec la bande-annonce de 28 ans plus tard qui a littéralement explosé tous les compteurs. Plus de 60 millions de vues en 24 heures, un record pour une bande-annonce d'horreur en 2024. Et aujourd'hui, déjà plus de 146 millions de vues dans le monde, en faisant la deuxième bande-annonce d'horreur la plus vue de tous les temps, juste derrière ça, chapitre 2. Face à cet engouement massif, Sony a même décidé de ressortir 28 jours plus tard dans quelques cinémas, et également en version numérique à l'achat et à la location, pour permettre aux nouveaux fans de redécouvrir le film culte qui a tout lancé.
Et c'est pas tout, puisque la bande-annonce a aussi été récompensée aux Golden Trailer Awards 2025, élu meilleur pour un film de franchise. Autant dire que le buzz est déjà là, il est réel, massif et amplement mérité. Le film a été tourné uniquement avec des iPhone 15 Pro Max, ça a beaucoup fait parler à l'époque. C'est pas la première fois que ça arrive, mais pour un film en tout cas de cette envergure, avec ce budget, ça reste tout de même plutôt notable. Et c'est bien sûr pour faire écho au côté artisanal du premier film, même si cette fois le rendu sera bien sûr très différent, on va pas avoir droit à du flou et une image avec ce grain, puisque bien sûr aujourd'hui avec les iPhones dernière génération, on peut tourner des vrais films, là-dessus tout le monde est convaincu. Donc je pense que ça aura quand même moins d'impact que le premier film. En revanche, ça permet de faire le buzz, ça permet de faire parler du film. On a vu des images assez dingues justement récemment, et j'ai très hâte de découvrir ce que ça donnera. Les deux premiers volets, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, avaient déjà rapporté près de 150 millions de dollars au box-office mondial. Aujourd'hui, Sony prend donc le relais avec une nouvelle trilogie. La production est également assurée par Andrew McDonald et Peter Rice, deux piliers de l'époque des premiers films. 28 ans plus tard se déroule 28 ans après le début de l'épidémie. Sans déconner, merci de l'avoir précisé. Les survivants vivent désormais sur une île isolée, protégée par une tranchée. L'histoire suit un père et son fils envoyés en mission sur le continent, où ils vont découvrir un monde transformé, hostile et porteur de nouvelles menaces. Au casting, on retrouve Jodie Comer dans le rôle de Isla, Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Jamie, Ralph Fiennes et le Dr Kelson, Jake O'Connell, Sir Jimmy Crystal et enfin Erin Kellyman dans un rôle secondaire. Le virus devient ici un symbole beaucoup plus large évoquant nos peurs modernes, comme l'écologie, la crise migratoire et la violence sociale, bref, un miroir de notre époque. Le retour de Boyle, Garland et Murphy crée évidemment une énorme attente. Ce trio a profondément marqué le cinéma d'horreur et post-apo, avec un film bourré d'énergie brute, de réalisme et d'une tension qui prend vraiment aux tripes. Le défi de cette nouvelle trilogie, c'est bien sûr de frapper très fort, mais sans se répéter, et d'insuffler une nouvelle rage, en écho aux angoisses d'aujourd'hui. Même si on aurait bien aimé voir 28 mois plus tard, ça aurait permis de clôturer une trilogie quasiment parfaite. À la fin de 28 semaines plus tard, on se rend compte que le virus a contaminé Paris. On aurait aimé savoir comment, mais j'espère évidemment qu'au moins on saura ce qui s'est passé dans ces 28 ans justement qui séparent les deux films et que ce sera abordé dans les prochains. C'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! Les deux premiers films ont totalement changé la vision du zombie. Ce ne sont plus des morts-vivants lents, mais des infectés rapides, féroces et surtout imprévisibles. Cette version ultra tendue du post-apo a influencé plein d'œuvres, comme The Last of Us, qui reprend notamment certaines scènes clés de 28 jours plus tard. Lorsque Joel et Ellie tombent sur une girafe, on ne peut pas s'empêcher de penser à Frank qui s'arrête un instant pour observer la beauté de la nature face à un troupeau de chevaux. Mais aussi l'évolution du personnage de Jim, qu'on peut comparer à l'évolution du personnage d'Ellie dans les jeux. Ou encore l'idée que dans un monde post-apocalyptique, le danger ne vient pas seulement des infectés, mais aussi de certains groupes de survivants. 28 jours plus tard est devenu culte pour son intensité brute, tandis que 28 semaines plus tard a élargi l'univers en poussant encore plus loin la noirceur. D'ailleurs, quelques anecdotes pour finir, Cillian Murphy a longtemps refusé de revenir, jusqu'à ce qu'on lui propose une trilogie complète. Le compositeur John Murphy a vu son morceau In the House, in the Heartbeat devenir culte, réutilisé dans plusieurs films et trailers. Aujourd'hui, certains cours de cinéma utilisent le film 28 jours plus tard pour enseigner la narration visuelle en situation de crise. La saga 28 jours plus tard a vraiment renouvelé le cinéma d'horreur, ça ne fait aucun doute, avec une vision moderne, brutale mais aussi profondément humaine de l'effondrement. Ce n'est pas qu'une histoire de virus, ces films nous rappellent surtout que le vrai danger, c'est la façon dont on réagit, avec peur, violence ou espoir. Et maintenant, avec 28 ans plus tard qui arrive, une question brûle sur toutes les lèvres. Dans un monde post-pandémique, sommes-nous vraiment prêts à regarder cette fiction en face? Ces films restent essentiels aujourd'hui, parce qu'ils mêlent un style novateur, une narration puissante et une vraie exploration de nos angoisses modernes. Ce ne sont pas juste des films d'horreur, mais des miroirs sociaux.
des récits sur la fragilité de notre civilisation. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On a peur des virus, de l'effondrement, du chaos, et pourtant ces films l'avaient déjà raconté, avec très peu de moyens, mais beaucoup d'idées. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, on captait ce malaise collectif, cette tension qu'on n'avait pas forcément envie de regarder en face. Ils ont redéfini le genre des infectés, sans jamais tomber dans le spectacle gratuit. Ici, fuir, c'est survivre. Ralentir, c'est mourir. Et si la menace ne vient pas toujours des infectés, elle vient souvent de ce qu'on est prêt à sacrifier pour rester en vie. Et maintenant qu'on approche de 28 ans plus tard, une question reste en suspens. Dans un monde qui n'a jamais été aussi préparé à l'idée d'un effondrement, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste encore à perdre ? Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, hâte d'aller découvrir maintenant 28 ans plus tard au cinéma, de voir un petit peu comment le monde a évolué depuis la fin de 28 semaines plus tard. J'espère que le film va cartonner et que ce sera le film qu'on attend tous depuis près de 20 ans. En tout cas, évidemment que la promesse est alléchante, Alex Garland, Danny Boyle, Cillian Murphy, tout ça, ça promet d'envoyer du très très lourd. Le casting de 28 ans plus tard est excellent avec Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce film pour vraiment que ça cartonne. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard et pourquoi pas 28 ans plus tard si vous l'avez vu déjà en commentaire. On continue d'en discuter comme chaque semaine. Si vous êtes fan de ces films, likez et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, envoyez-la à vos amis. Et si c'est pas encore fait, et si la chaîne vous plaît, que vous regardez toutes les vidéos chaque semaine, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour pas rater les prochaines sorties. Merci infiniment aux clappeurs qui soutiennent la chaîne ici en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube ou sur Tipeee. Et parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao.